Bonjour à tous, je suis Kodjo Agbogan, journaliste, et j'ai suivi de bout en bout le déroulement du procès en appel sur l'assassinat du chef-corps, le colonel Bitala Madjulba. Dans cette chronique, je vous livre mon analyse. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. D'abord, les faits tels que racontés par les témoins. Le 3 mai 2020, le colonel Madjulba se rend à la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé. Dans la soirée, vers 19 h, après quelques courses, il revient au camp du premier Bir, où se trouve son bureau. Puis, il va recevoir la visite de deux de ses frères d'armes, à savoir le colonel Baoula et le colonel Tchagbera. Disons que c'est le colonel Tchagbera qui a cherché à le voir, car le lendemain, il retourne sur Kara. À en croire les deux gendarmes cités comme témoins à la barre, les trois personnes développent une grande amitié. Ils vont manger, boire et discuter sous la paillote du camp. Selon le colonel Baoula, appuyé par le colonel Tchagbera, Madjulba, d'abord très satisfait de cette cérémonie, leur dira d'être vigilant car le ver est dans le fruit. Il leur dira aussi que beaucoup d'officiers ne disent pas la vérité à Faure Gnassingbé. Il leur dira de se méfier du général Félix Abalo Katanga. Puis, ils vont se séparer, du moins à en croire leur version, même si on notera plus tard que personne n'a vu partir le colonel Baoula, qui est le dernier à partir. Ensuite, le colonel va rentrer dans son bureau. Son cuisinier, comme d'habitude, s'empresse de réunir les conditions pour lui préparer sa bouillie au matin. Mais au moment où il va chercher la citronnelle dans le jardin du colonel, il entendra un bruit, comme une mangue qui est tombée sur un toit. Le jeune militaire va chez ses frères d'armes et leur demande s'ils ont entendu le même bruit que lui. Négatif, vont-ils répondre, sauf qu'ils étaient plutôt occupés à regarder un film pour adultes. Il retourne donc dans la cuisine et se fait taquiner par le page sanguine, le chauffeur du colonel Madjulba. Ce dernier fait ses au revoir au cuisinier et part à moto. Plus tôt, dans le bureau du colonel Madjulba, la secrétaire première classe, Akuna Lelatou, verra entrer le colonel dans son bureau. Elle entendra allumer son poste téléviseur et plus tard, le colonel dira avec insistance « Sors, sors, sors ». Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Entre 3 h et 4 h du matin, il y aura des coupures de courant, disons plutôt de la disjonction du compteur. À 4 h du matin, le cuisinier arrive dans le bureau du colonel. La porte n'est pas fermée comme d'habitude, dira-t-il. Il entre, dépose la bouillie, mais il a vu le colonel dans une position inquiétante, couché sur son lit, picot. Il voit une fumée sortir derrière sa tête. Le bureau est plongé dans le noir. Il comprend que quelque chose ne va pas bien. Il sort, informe la secrétaire, Akuna Lelatou. Les deux vont appeler l'infirmier. Le décès du colonel Madjulba est constaté. Il sera tué par sa propre arme, une PA Beretta avec une munition de 9 mm tirée depuis l'extérieur de son bureau entre 3 et 4 mètres. En gros, voilà le récit. Maintenant, voyons qui ont été placés sur le banc des accusés et même condamnés. Le général Félix Abalo Katanga, pour avoir commandité l'assassinat, diligenté une enquête parallèle à celle de la gendarmerie afin de trouver l'assassin du colonel et comploter contre la sécurité intérieure de l'État. Il est condamné à 30 ans de prison. Le lieutenant-colonel Ali Kodjo et le commandant Boué Balekiem
pour les mêmes charges. Ils prennent 20 ans chacun. Ils sont respectivement adjoints et commandants de l'USM, l'unité de sécurité militaire. La secrétaire de première classe, Akuna Lelatou, elle prend 10 ans de prison. Le caporal-chef Songin Yendukwa, chauffeur du colonel Majulba, prend 25 ans pour avoir tué le colonel. Le colonel Senam Agbonkou, commandant second du premier BIR, est relaxé. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout suivi. Les débats, les arguments des uns et des autres, les questions aux accusés, les questions des juges, du procureur général militaire, la défense des avocats. Et là, moi je pense que ce procès a un sérieux problème. Je vais prendre tous les accusés et vous dire en quoi leur condamnation est tirée par les cheveux. D'abord, le gros morceau, l'ex-général Félix Abalo Katanga. On peut ne pas aimer la personne à cause de ses antécédents, mais je veux être lucide. Il n'y a rien qui le lie au meurtre du colonel Majulba. Dans la salle, personne n'a pu le prouver, même pas le procureur général militaire. Pas de réunion préparatoire ayant conduit au meurtre. Pas d'intention prouvée, pas de preuve d'avoir commandité. Pas de preuve de guerre froide ou de mésentente entre Majulba et lui. On l'accuse d'avoir diligenté une enquête parallèle. Mais Katanga et ses avocats ont prouvé à la barre et à la cour que cela ressort des prérogatives du général qui a reçu l'autorisation de Faure Gnassingbé. Dès lors qu'il est avéré que la gendarmerie a fait un travail bâclé. Et d'ailleurs, une disposition du code pénal reconnaît au chef d'état-major général la compétence d'officier de police judiciaire. Mais admettons que ce soit vrai, que ce soit le cas, qu'il ait diligenté une enquête parallèle. Cela pourrait être indiqué dans la procédure de fonctionnement de l'USM. Curieusement, la Cour n'a pas cherché à savoir où se trouve le document faisant office de base légale de création de l'USM et pouvant éventuellement statuer sur les prérogatives de cette unité de renseignement militaire. On l'accuse d'avoir fait rédiger des tracts qui seront distillés parmi les militaires. Des tracts à charge contre les colonels Massina et Sogoyou, dans lesquels il les accuse d'avoir tué Majulba. Le procureur estime que ces tracts déposés parmi les militaires peuvent les inciter à la révolte et donc constituer un complot contre la sécurité intérieure de l'État. C'est un argument d'une absurdité sans précédent. Le colonel Majulba a été tué en mai 2020. Les tracts ont été rédigés en août 2020. Katanga a été arrêté en 2023. Pour les avocats, si les tracts devaient inciter les militaires à la révolte, en 3 ans, ils l'auraient déjà fait. S'ils ne l'ont pas fait, alors les tracts n'avaient pas ce but et rien dans le tract ne les présageait. Katanga a même assuré qu'un militaire togolais n'est pas capable de participer à un coup d'État. Vous comprenez que ce dossier est vide et que cette accusation est une poudre aux yeux. Selon moi, Katanga devait répondre uniquement de la rédaction des tracts, ce qu'il a pleinement assumé. Il en est de même pour Ali Kodjo, celui qui a rédigé les tracts sur ordre du général Katanga. Pour le commandant Balek Mboué, patron de l'USM accusé d'entrave à la procédure judiciaire, d'extrusion d'indices, audition irrégulière de témoins, participation à une entrave délibérée à l'enquête, entre autres, il entre dans la même case que le général. Il affirme avoir agi selon la procédure de l'USM et sur ordre du général. Aucune preuve ne le lie au meurtre. Pour le caporal-chef Songin, chauffeur de Majulba et accusé d'avoir tué ce dernier, c'est aussi tiré par les cheveux car rien ne prouve et le procureur n'y est pas parvenu. Les perquisitions dans sa maison n'ont rien donné et rien n'a été exposé devant la cour. Il n'existe aucun échange tendancieux ou complotiste entre Katanga et lui. La soldate Akuna Lelatou, secrétaire permanente du colonel, est aussi accusée. Sa faute, n'avoir pas entendu de coup de feu, tout comme les 113 militaires disposés sur le camp toute la nuit. Le procureur ira jusqu'à lui demander pourquoi elle n'est pas allée voir avec qui le colonel Majulba avait des altercations dans son bureau en lui disant de sortir. Soyons sérieux. Votre supérieur hiérarchique de l'armée demande à une personne de sortir de son bureau et vous irez demander pourquoi. Ça se passe comme ça dans l'armée.
Surtout que l'invité n'est pas entré par la porte principale du bureau, mais par la porte privatiste. Ce qui m'étonne, c'est que le procureur accule la soldate quand elle dit n'avoir pas entendu de détonation et que pour elle, le colonel ne serait pas tué avec sa propre arme. Ce qui est logique. Si Majulba avait été tué par sa propre arme, tout le monde aurait entendu la détonation. C'est juste ahurissant, très ahurissant que le procureur estime que la soldate Akuna doit dire avec quelle arme Majulba a été tué si ce n'est pas avec sa propre arme. Mais soyons lucides. Ne remet-il pas au parquet de mûrir cette réflexion? Durant la reconstitution des faits, tout le monde a entendu la détonation. Si personne ne l'a entendu le jour du drame, cela veut dire qu'il faut vérifier du côté de l'arme. Et parlant de l'arme, Majulba avait 38 balles. S'il avait été tué avec sa propre arme, il devait en rester 37. Et par quelle alchimie retrouve-t-on 38 balles, 38 munitions? Je ne suis pas du corps militaire, mais d'après mes recherches, une munition de 9 mm peut être facilement placée dans une autre arme de même calibre. Si l'on prend en compte le fait que Katanga a dit que la munition retrouvée dans le corps de Majulba ne correspond pas aux balles de l'armée togolaise, cela suppose déjà qu'il faut reconsidérer l'enquête. Mais curieusement, personne n'a cherché à savoir. À ces incohérences toutes pathétiques s'ajoute la liste des accusés et des témoins. Pourquoi le colonel Massina n'est-il pas accusé? Je vous rappelle que c'est lui qu'on informe à 5h30 qu'il y a décès, mais qu'il n'enverra d'équipe qu'à 7h30. Son équipe fera un travail bâclé au point où il sera obligé lui-même de relever le responsable de ses fonctions. Pourquoi n'est-il pas soupçonné? Pourquoi personne ne soupçonne le cuisinier de Majulba? Il est cité comme simple témoin alors que c'est lui qui a été le premier à le retrouver, à retrouver le corps, et c'est lui qui a fait manger au colonel avant sa mort. Pourquoi personne ne soupçonne les colonels Baoula et Tchagbera? Ils sont les derniers à avoir mangé avec le colonel Majulba avant sa mort. Pourquoi tous les militaires se trouvant au camp ce jour-là affirment n'avoir rien entendu? Ne sont-ils pas inquiétés? Ne sont-ils pas suspectés? Pourquoi? Si l'on accuse des officiers d'avoir détruit des preuves et organisé une enquête parallèle, pourquoi personne n'inquiète le sergent-chef Tchapiabalo, chef des praticiens mystiques du camp? Et c'est lui qui a mené des opérations mystiques. L'autopsie menée sur le sous-officier Aliang révèle des cas de torture subis. Pourquoi cela ne dérange-t-il personne? Tout comme Tchapiabalo qui affirme avoir été agressé au camp par deux individus cagoulés. Pourquoi personne ne veut fouiller plus loin? Pourquoi l'enquête porte-t-elle des marques d'un travail bâclé? Au regard de tout ce qui précède, j'ai peur de penser que ce procès visait tout sauf la recherche de la vérité. Tu portes à croire qu'ils avaient déjà des suspects et qu'ils ne cherchaient qu'un habillage légal pour les accuser et les rendre coupables. Une chose est certaine, selon moi, le véritable assassin de Majulba peut être encore dehors et les commanditaires de ce crime crapuleux se frottent les mains. Et quant à la vérité, peut-être que nous ne la saurons jamais.